Bonjour Raphaël, alors tu es coordinateur de l'éco-village Les Trois Sources et j'aimerais savoir quels sont les préalables pour intégrer l'éco-village. Donc ça commence par quoi? Bonjour, alors le préambule, si on peut dire, c'est de participer au Zoom. Donc il y a un Zoom d'information une fois par semaine où on peut répondre aux premières questions, prendre contact. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de rentrer dans le processus Métamorphia. Donc Métamorphia, il y a un certain nombre d'étapes, dont la semaine de plongée en éco-village, on y reviendra. Donc ce n'est pas simplement une formalité, mais ça va permettre vraiment de sentir au travers de tout ce processus si on a un élan pour rejoindre l'éco-village, ou bien s'il y a des choses qui nous dérangent. Alors s'il y a des choses qui nous dérangent, avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est vraiment très important lors de ce processus métamorphia de poser les choses, de poser des questions et de clarifier ce qui doit être clarifié. Ça va éviter vraiment de se retrouver dans une forme d'illusion sur certains sujets, sur certaines façons de vivre dans cet éco-village-ci. Ensuite, dans le processus Métamorphia, il y a la semaine de plongée. Dans cette semaine, nous allons découvrir le projet de l'éco-village sur place, donc faire une vraie expérience d'immersion. Ça permet de sentir les difficultés qu'on va peut-être rencontrer par la suite et de les travailler. Et très souvent, c'est comme un processus accéléré qui permet vraiment de voir les points où il y a besoin de répondre à des questions, d'améliorer des choses, de clarifier, de se former, parfois de travailler sur soi aussi. Et c'est important quand on se sent mal à l'aise avec certains éléments de pouvoir en parler ensemble. Donc après cela, mais ça peut aussi se faire en parallèle, il est nécessaire d'écrire son projet. Écrire son projet exactement pour savoir ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de développer à l'éco-village. Par exemple, pour les uns, ça peut être développer un projet agricole, ou bien co-animer des stages, ou bien c'est simplement un projet de vivre dans un lieu plus proche d'autres personnes ayant des idées écologiques et travailler à l'extérieur. Ça peut être participer à telle activité qui est à créer ou qui existe déjà à l'éco-village et mettre son énergie pour mettre en place de nouveaux projets, par exemple créer un terrain de jeu pour les enfants ou une activité d'accueil du public pour présenter telle ou telle chose dans lesquelles on a un niveau de compétence. Et comme on l'a appris, il est bien de différencier ces projets personnels, qui peuvent être des projets professionnels, des projets liés à l'association des trois sources, et de faire la part entre les deux pour ne pas rencontrer de difficultés ou pour certains, le projet personnel devient difficile à mettre en place parce qu'ils se sentent comme trop pris, trop happés, obligés de participer de façon intense aux activités de l'éco-village. Alors Raphaël, j'ai aussi vu qu'il était nécessaire de contacter une personne de cœur de sagesse. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une personne de cœur de sagesse et pourquoi il est nécessaire de contacter ces personnes? Oui, le cœur de sagesse, c'est un organe de l'éco-village, c'est un groupe extérieur d'environ 6 personnes. Ça varie, il y en a qui arrivent. En ce moment, c'est un petit peu en train de grossir parce que l'idée, c'est pas de solliciter les gens à l'extrême et puis ensuite qu'ils aient pas le temps ou que ça les décourage de nous aider. Donc c'est un groupe de personnes qui ont de réelles compétences dans le domaine des relations humaines, donc des personnes qui sont par exemple formateurs, coachs, accompagnateurs comme des psychothérapeutes par exemple, ou des gens qui ont des compétences particulières en matière de droit, par exemple comme Philippe Dragon
qui est avocat et qui nous a beaucoup aidés, par exemple. Et donc ces personnes sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous donner un éclairage extérieur. Et ce ne sont pas des gens qui ont un réel pouvoir de décision, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident, mais leur accompagnement est important et nous donne cet éclairage de sagesse, on peut dire, sur ce qui se passe. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont complètement indépendants, hein, indépendants les uns des autres aussi, et qui sont là vraiment avec, sans aucun intérêt matériel, mais dans un intérêt, je dirais, personnel pour ce qui se passe à l'écovillage. Et donc, quand on a des difficultés à résoudre, des points personnels plus, je dirais, au niveau de l'humain que du fonctionnement en soi, hein, on peut les consulter. Et avant de les consulter, c'est important d'avoir déjà commencé à écrire son projet pour en parler. Et dans le projet, on peut aussi se poser des questions sur des choses dont on n'est pas très sûr, on aurait besoin d'éclaircissement. Voilà, donc c'est nécessaire de contacter une ou deux personnes du cœur de sagesse et d'avoir un entretien avec vraiment quelqu'un de neutre, de bienveillant qui est à l'extérieur. Ça fait partie du processus d'intégration. Donc le mieux, c'est d'en parler à quelqu'un du cœur de village, ou on peut m'en parler donc au coordinateur, si c'est toujours moi qui suis coordinateur à ce moment-là. Et donc moi je verrai qui c'est qui est disponible aussi, hein. Ils ne sont pas toujours tous disponibles, c'est des gens qui ont souvent des activités assez intenses. Donc ensuite, il y a une phase de cooptation. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce qu'il y a un jury qui décide si on peut adhérer au projet? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu plus en détail? Alors la cooptation, non, c'est pas du tout une espèce d'examen de passage, hein. C'est vraiment une phase où simplement on va voir s'il y a des objections à la présence de telle ou telle personne. Ça peut être pour des raisons matérielles, parce que la personne veut construire tel ou tel projet et que peut-être il n'y a pas la place. Ça peut être dans ce cas-là, il y a un dialogue qui va s'engager, une personne qui va être chargée peut-être dans le cœur de sagesse ou dans les résidents sur place, de parler avec la personne qui a tel ou tel projet. C'est de voir aussi si le parcours a été aussi effectué, hein. C'est important que le parcours Métamorphia, il a été quand même pris au sérieux, que ça a été que la personne ait fait la semaine d'immersion, qu'elle ait pris le temps de parler à quelqu'un du cœur de sagesse, enfin que toutes ces étapes aient bien été mises en place. Et bon, généralement, ça se passe sans souci. Donc ensuite, il y a 6 mois d'intégration. Donc comment se passent ces 6 mois? Alors, c'est sûrement pas un temps d'observation avec un inspecteur qui va établir des rapports sur ce que fait la personne ou comment elle se comporte, etc. Loin de nous cette idée. Euh, c'est plutôt une phase de, de vie sur place pendant laquelle on va vraiment pouvoir ressentir, en étant dans une durée un peu plus longue, hein, en principe 6 mois, pour sentir si le projet, si le lieu, la région, tout ça, si tout ça, ça fonctionne, si c'est fluide, hein. Voilà. Bien sûr, il y a toujours des difficultés, hein, mais si vraiment la personne elle a envie de vivre là, quoi. Et puis, généralement, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est une période importante qui va permettre de comprendre de l'intérieur les enjeux du projet, de prendre contact avec la région, les gens de la région peut-être aussi, d'expérimenter la vie sur place et de bien sentir si c'est bien là qu'on a envie de vivre. Alors 6 mois, ça passe très vite, hein, et si au bout de 6 mois, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on veut faire, s'il reste un doute, s'il y a des points à éclaircir, la période peut être un peu prolongée, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Donc à ce stade, il est important de préciser qu'arriver à l'écovillage, c'est pas simplement se faire accepter comme locataire, mais que c'est un vrai processus
ou d'intégration dans un projet global où il y a une forme d'engagement. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va à un moment donné mettre un grand coup de marteau en disant bon bah allez c'est bon tu peux habiter là, boum et on met un coup de marteau, ça y est, ou bien ah bah non tu peux pas rester là et puis tu t'en vas et puis on met un coup de marteau. Non, c'est pas du tout ça. Donc c'est dans le dialogue, hein. Donc les personnes sont invitées à se rapprocher de ceux qui sont déjà dans le projet, d'avoir des échanges, voilà, d'être dans une authenticité sur ce qu'ils vivent, hein. Donc c'est vraiment un processus qui se fait dans le respect de chacun, dans l'écoute de ce qui est juste pour les uns, pour les autres. Et généralement, ça se clarifie petit à petit. Et le résultat, il vient tout seul. Il n'y a pas besoin d'un jury. On sent bien si c'est, voilà, c'est ma place ou c'est pas ma place. Et c'est le moment aussi de faire la différence entre les peurs qui peuvent être là et puis les barrières véritables, parce que parfois ce sont simplement des peurs qui ont besoin d'être nettoyées. Mais alors, on fait quoi pendant ces 6 mois? Est-ce qu'on doit travailler pour l'éco-village? On doit suivre des cours? Comment ça se passe concrètement? Alors pendant ces 6 mois, on vit tout à fait normalement. Il n'y a pas lieu de jouer quelque chose, on n'est pas à l'école. Voilà, même si on est à la grande école de la vie, bien sûr, hein. C'est-à-dire que si on a une activité professionnelle, ben, on exerce son activité professionnelle. Si on travaille sur place et qu'on a un projet qu'on veut développer sur place, on travaille à développer son projet. Et puis on vit tout à fait normalement. On participe un peu à la vie de l'éco-village. On participe au projet de l'éco-village. On participe aux réunions. On participe au temps de silence ensemble. On participe à des temps festifs. On s'invite, pourquoi pas, à boire un thé ou un repas pour apprendre à mieux se connaître. Ça, c'est aussi très important. C'est un temps pour apprendre à mieux se connaître. Donc, est-ce qu'il y a une participation volontaire pour l'association? Donc, est-ce qu'une fois qu'on est à l'éco-village, on bosse pour l'association? Est-ce que quelqu'un nous dit ce qu'on doit faire et puis on est là pour, entre guillemets, trimer du matin au soir? Alors non, c'est pas le bagne. L'éco-village, c'est pas la galère. C'est pas non plus tout le temps la croisière s'amuse. Il y a des moments pour l'un, il y a des moments où il faut bien sûr mettre un peu la main à la pâte, c'est important. Euh, mais chacun, s'il adhère au projet des trois sources, c'est aussi pour être actif dans le cadre de l'association. Alors bien sûr, chacun a sa mesure, selon ses possibilités physiques, selon ses compétences et aussi selon sa vie professionnelle. C'est évident que quelqu'un qui travaille à l'extérieur 35 ou 40 heures par semaine ne peut pas en plus assurer 20 heures d'aide pour l'association. Donc au moment où nous enregistrons, le minimum entre guillemets syndical pour ceux qui vraiment ne peuvent pas faire plus, c'est 4 heures par semaine. Donc c'est bien sûr un minimum. C'est le SMIG. Donc ce minimum n'inclut pas les travaux dans ses propres locaux. C'est vraiment des travaux, c'est des travaux pour faire vivre l'association et les projets de l'association. Par exemple, on a un vague projet de mettre des moutons. Quelqu'un qui aurait envie de réviser la clôture ou de s'occuper de commander un portail pourrait s'occuper de ça. Ça, c'est vraiment pour l'association. Par contre, s'il y a les feuilles à balayer dans le chemin et on s'y met tous à l'automne, il y a généralement, allez, si on est quelques-uns et on met de la bonne humeur et de l'énergie, il y en a pour une demi-journée, voilà, donc c'est une fois dans l'année. Bah, ça fait partie des charges, ça fait partie des travaux collectifs qui ne sont pas vraiment associatifs. C'est un petit peu comme dans une copropriété. Eh bien, on a des travaux collectifs liés au lieu collectif. Et donc, soit, et c'est ce qui se passe en général, on paye des entreprises extérieures et c'est répercuté dans des charges, ou soit on le fait soi-même. Les copropriétaires ou les colocataires se mettent ensemble pour faire les choses et avoir moins de charges à payer. Voilà. Ça n'inclut pas non plus les tâches personnelles telles que sortir ses poubelles. Ça paraît évident, mais il y en a certains qui confondent.
sortir ses poubelles ou que sais-je, ou mettre un coup de lasur sur ses volets. Donc, sur ce minimum de 4 heures, ce sont des tâches qu'on va effectuer pour que l'association puisse vivre, se faire connaître, pour, euh, pour les projets associatifs, voilà, qui peuvent être divers et variés. Ça peut inclure des animaux, des choses liées à la culture, etc. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire la différence entre les tâches associatives et les tâches, je dirais, liées aux charges. C'est pas compliqué à se poser, pardon, c'est pas compliqué à différer, à différencier plutôt. Si on se pose la question, si je n'étais pas dans un éco-village, mais si j'étais dans une copropriété, qu'est-ce que j'aurais à faire ou quelles sont les tâches qui seraient du ressort des charges communes? Mais comment ces tâches sont-elles distribuées? Donc, comment on sait concrètement ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a un chef qui gère tout ça et qui nous dit ce qu'on doit faire? Alors, alors comment on le sait déjà, il n'y a pas il y a pas de chef, il n'y a personne qui impose quelque chose, il n'y a pas de punition si on ne fait pas les choses. Donc il y a des processus de réunion en holacratie. Donc on l'a déjà vu, on a cette réunion opérationnelle une fois par semaine où on va poser les tensions, c'est-à-dire tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous occupe, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Et donc à ce moment-là, on va décider de la distribution des tâches. Et chacun peut participer aussi à l'animation des séjours pour les personnes qui viennent faire des stages ou des semaines d'immersion, par exemple. Ça peut être ça c'est clairement quelque chose qui est lié à l'association. Et donc chacun va, selon les termes de l'holacratie, s'occuper de une ou plusieurs tâches et donc être présent dans un ou plusieurs rôles ou cercles. Hein, on appelle ça aussi les super rôles, mais tout ça c'est déjà connu maintenant. Hein, donc au stade où vous en êtes dans le processus, donc chacun va être présent dans un ou plusieurs cercles et donc va processer, c'est-à-dire va travailler à faire avancer les choses dans les domaines où il s'est engagé. Mais alors, combien de rôles est-ce qu'on peut occuper exactement? Alors selon les règles de l'holacratie, on peut être dans autant de rôles qu'on veut et qu'on peut surtout. Et puis dans autant de cercles qu'on veut et qu'on peut aussi, selon ses disponibilités et selon sa motivation. Je peux par exemple exercer un rôle au bureau pour aider à la communication et je peux en même temps exercer un rôle dans le jardin pour m'occuper de remettre en place les serres, puisque les, les activités de jardin font partie de l'association. Tu parles de massif de fleurs, donc ça me fait penser aux entretiens qu'on a dans les immeubles collectifs. Donc on choisit si on va mettre des géraniums devant la porte. Donc si j'ai bien compris, chacun paye des charges pour planter les géraniums, pour entretenir les chemins et les locaux collectifs, comme par exemple le local des machines à laver. Donc pourquoi payer des charges? Ça sert à quoi? Alors c'est un bon exemple que celui des copropriétés. Donc effectivement, à partir du moment où il y a des espaces collectifs, eh bien il y a des charges collectives. Donc les espaces collectifs à l'écovillage sont nombreux, c'est-à-dire tous ces espaces dont les personnes bénéficient, pas forcément des espaces qui appartiennent à l'association, mais ce sont des espaces qui peuvent être mis à disposition par la SCI. Et donc là-dedans, il y a les ateliers, la laverie, la chaufferie collective pour les bâtiments collectifs. Il y a des espaces associatifs, il y a la salle de groupe dont tout le monde profite aussi, puisqu'on y fait des réunions, on y organise des activités, on y fait la fête. Il y a des jardins collectifs, il y a également un espace méditation, il y a une salle à manger collective pour les événements ou bien quand on se réunit pour manger ensemble, ça arrive aussi. Je rappelle que c'est pas tout le temps, on n'est pas une communauté, on est un, un écovillage fédératif, donc un habitat fédératif, c'est important de le rappeler.
Et puis il y a les chemins aussi qu'on utilise, puisque malheureusement on a encore des voitures et on a besoin de passer avec le tracteur et des choses comme ça. Il peut y avoir des terrains de jeu pour les enfants, etc., etc. Donc tout ça, ça représente un entretien et ça bénéficie à la collectivité. Et donc là, il peut y avoir un point d'achoppement. C'est que certains vont dire, eh bien, moi je trouve que ça coûte trop cher. Et donc il peut y avoir des points de tension parce que quelqu'un va dire, oui, ben, acheter des balançoires, tout ça pour les enfants, c'est bien beau, mais moi j'ai pas d'enfants. Mais alors si moi, par exemple, je me sers pas du sauna, je ne vois pas pourquoi en soi je devrais m'en occuper. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut réduire ses charges s'il y a des endroits dont on ne se sert pas? Alors, c'est là que toute la notion d'habitat participatif prend son sens. Donc, dans une configuration habituelle où les gens sont copropriétés, par exemple, bah, chacun a sa balançoire ou n'a pas sa balançoire. Voilà, parce qu'il a des enfants ou il n'en a pas. Ceux qui aiment faire du sauna, ils ont un sauna chez eux ou ils n'en ont pas. Donc il peut y avoir dans une résidence des parterres de fleurs. Mais tout le monde n'est pas forcément intéressé par les fleurs. Et donc j'ai vu un cas il y a très longtemps d'un immeuble où j'avais un petit appartement où quelqu'un voulait bétonner un parking supplémentaire dans un endroit où il y avait de magnifiques rosiers. Eh bien non, on a décidé de garder les rosiers. Moi j'ai vraiment insisté pour ça. Et donc on va devoir quand même, dans un habitat de type copropriété, participer à l'entretien des fleurs, même si on n'aime pas les fleurs, même s'il y a des roses et qu'on aurait préféré des tulipes. Voilà, et il y a un paysagiste qui va être payé par le collectif pour entretenir le parterre de fleurs. Dans un éco-village, donc l'idée c'est aussi de fédérer un certain nombre d'équipements qui vont servir à tout le monde, mais certains ne vont pas s'en servir. Donc ça demande une forme quand même d'esprit collectif, qui n'est pas forcément présent chez tout le monde. Donc vu la taille de la propriété à l'éco-village des Trois Sources et de tous les espaces collectifs, ça serait très compliqué d'entretenir ça pour une seule personne, ça serait très coûteux. Et donc c'est du luxe d'avoir des hectares et des hectares de terrain, de forêt pour se promener tranquillement, d'avoir une piscine chauffée, d'avoir deux saunas, d'avoir des ateliers, un tas de choses que beaucoup de gens ne pourraient pas se permettre. Eh bien ensemble, on va pouvoir faire plus. Voilà, ensemble, on fait plus. Et donc on va essayer de réduire au maximum les entretiens extérieurs, les apports extérieurs par des professionnels qui viendraient par exemple nettoyer, tailler les massifs, entretenir les jardins, faire le ménage des espaces collectifs, rentrer le bois, que sais-je. Donc on va tant que possible se débrouiller entre résidents pour diminuer, pour réduire les charges collectives et réduire les coûts. Et plutôt donc que d'appeler des professionnels pour venir par exemple entretenir un terrain ou bien réparer un tracteur, enfin faire une petite réparation, eh bien on va essayer de voir quelles sont les compétences qu'on a sur place et on va essayer de limiter les entretiens extérieurs, mais il y en aura quand même. Donc il y aura quand même besoin d'acheter des lames pour les scies circulaires, d'acheter des chaînes de tronçonneuse, de faire réviser le tracteur, sauf si on a la chance d'avoir un mécano sur place, de changer un pneu à la remorque, etc. Et donc tout ça, si on le fait en interne, ça va nous permettre de limiter les charges. Donc chacun va en faire un peu en fonction de ce qu'il peut faire, de ce qu'il est capable de faire. Et surtout, chacun va participer à l'entretien. C'est quelque chose qui doit être fait régulièrement, sauf encore une fois à devoir faire appel à des professionnels extérieurs. Et nous, on essaye d'acheter du matériel de qualité, de façon à ne pas être tout le temps en panne et d'être dans ce principe de l'obsolescence programmée où tout est jetable, quoi. Donc si on est obligé de faire intervenir des professionnels, et souvent on est obligé de le faire quand même,
ben, les charges vont être réparties sur tous ceux qui sont résidents permanents, qu'ils soient locataires ou propriétaires, de part de la SCI. Donc du coup, tout le monde, aussi bien les propriétaires que les locataires, de par la SCI, est co-responsable pour l'entretien, si je comprends. Eh bien oui, cette notion de co-responsabilité que tu évoques, elle est très importante. On en a déjà parlé. C'est que chacun se sent vraiment responsable même de de ce qui ne lui appartient pas en propre, en propriété privée. Et ça, c'est pas forcément facile. Ça demande un changement de mentalité, un changement de pensée, une métamorphia de pensée, et pour que le lieu soit entretenu, qu'il soit en valeur, et pour que la beauté qui fait partie des éléments de la charte soit préservée et tant que possible augmentée. Et donc, chez nous, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'on essaye de faire non pas des choses à minima, c'est-à-dire oui, que ça soit à peu près propre, mais finalement, c'est pas si propre que ça, et c'est pas si agréable que ça pour les gens pour qui la propreté, le rangement et l'esthétique sont importants. Donc, on va essayer de faire au maximum pour que tout le monde se sente bien. Et il n'est pas question chez nous de laisser traîner dans les espaces associatifs de la vaisselle sale, de mettre de la boue sur les planchers, de laisser traîner ses voitures n'importe où, de fumer en présence des enfants, tout ça, ça fait partie des éléments de notre guide fédérateur. Voilà. Et donc chacun s'engage parce qu'il est co-responsable, pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il se sent co-responsable et qu'il a une intention profondément bienveillante vis-à-vis des autres. Et donc, quel va être le coût de ces charges? Alors, c'est évolutif, bien sûr, hein. On essaye de limiter, on essaye de mettre des équipements qui fassent que les charges diminuent, mais voilà, on a mis en place déjà des équipements pour ça doit être de l'ordre d'environ 100 000 euros, peut-être probablement plus d'ailleurs depuis 13 ans. Donc il y a des équipements importants, il y a un tracteur qui a coûté pas loin de 40 000 euros, voilà, il y a plusieurs machines pour débroussailler, pour tondre, pour broyer, etc. Donc tous ces engins, ça a coûté beaucoup d'argent à ceux qui étaient déjà là et donc qui ont mis de l'argent dans le compte charge. Donc ça bénéficie à tout le monde. Donc il est normal que les gens qui arrivent mettent une participation pour tout ce qui est à leur disposition en termes d'aménagement de locaux, en termes de matériel, etc. Ça va de toute façon être beaucoup moins que ce que ça vaut réellement et ça va permettre aussi le renouvellement. C'est pas juste de dire que c'est une équité par rapport à ceux qui sont passés, mais les matériels s'usent et s'il n'y a pas d'apport nouveau, bah, à un moment donné, quand même, bah, le tracteur, on a eu le cas il y a quelques années, on a dû changer le tracteur, donc les machines à laver, il faut les changer, etc. Donc tout ça, ça nécessite malheureusement des moyens financiers. Et donc chacun, en arrivant, amène un premier apport, hein, pour ceux qui viennent s'installer. Donc en 2024, le budget décidé, ça a été 2 000 euros par personne et qui vont aller sur le compte collectif de charges. Ensuite, il y a les charges mensuelles qui incluent beaucoup de choses, alors ça va de l'entretien des chemins en passant par les poubelles, pour l'eau collective, l'électricité collective, etc. Et donc c'était environ 150 euros par personne. Et donc pour les familles, ça descend un petit peu à 130. Donc ces charges vont permettre au lieu d'exister en fait, hein, de fonctionner, d'être autonome. Et ça inclut quoi finalement ces charges? Eh bien, ça inclut bien sûr l'utilisation de toutes les machines, matériel, leur réparation, leur remplacement. Si quelqu'un a besoin d'une remorque, on a 3 remorques par exemple. On a un tracteur, je l'ai déjà dit, on a un broyeur,
on a une machine aussi, une fraise, non pas pour retourner la terre, mais voilà, pour l'agiter un peu, enlever l'herbe quand on veut semer des choses. Euh, on a toute une série d'équipements de ce type-là. Il peut y avoir une voiture collective aussi. Voilà. Et donc, par exemple, sur l'ancien tracteur, il y a eu une bêtise de fait qui fait qu'on a dû changer le moteur. Et donc, il y en a eu pour 5 500 euros. Donc, ça sert aussi à payer les réparations importantes. Ah oui, quand même, donc 5 500 € de réparation. Donc dans ce cas-là, c'est pas à la personne de réparer? Oui, on pourrait trouver ça logique. Malheureusement, dans ce cas-là, c'était une personne qui était au RSA, qui avait absolument aucun moyen financier, qui avait à peine de quoi vivre, hein. Donc, d'ailleurs, il y avait une solidarité aussi par rapport à ça. Et donc, cette personne qui était de très bonne volonté, bah, elle a quitté le lieu peu de temps après. Donc, on a dû se débrouiller pour payer la facture. Donc ça inclut aussi les charges collectives dans les locaux collectifs, le compteur d'eau général, par exemple l'électricité, les poubelles. Voilà. Alors lorsque les personnes ont une maison individuelle, bien sûr, ils ont leurs charges privées aussi qui peuvent venir se rajouter. Et ils ont donc leur compteur électrique et ils payent, s'ils ont leur propre chauffage, ils payent leur charge de chauffage, d'électricité et d'eau. Mais ils participent quand même aux charges collectives, voilà, puisqu'ils ont l'utilisation de tout le reste du hameau et ils font ce choix d'avoir une maison à part, quelque chose de plus confortable. Mais forcément, ça va avoir un coût. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de payer pour tout ça? Est-ce qu'on pourrait pas fonctionner de façon collective, ou c'est la collectivité qui paye et voilà? Alors c'est un beau rêve, mais dans la réalité, dans nos pays, ça fonctionne pas comme ça. Ça crée énormément de tensions dans ces cas-là. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce principe-là. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers non plus. Donc, c'est important que les choses soient bien claires sur le plan financier et pour que chacun puisse s'en sortir aussi. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui a dans un appartement ou un studio ou une chambre dans les bâtiments collectifs, enfin, je veux dire dans le bâtiment principal, eh bien, ça va lui revenir moins cher que quelqu'un qui a une maison individuelle. Mais dans la vie à l'extérieur, c'est la même chose. Et il n'y aura pas tous les avantages toutes les infrastructures qui sont mises à disposition à l'éco-village. Alors bien sûr, chacun paye une location mensuelle. Donc on a une fois par an la cotisation qui est décidée, la cotisation pour l'association qui était en 2024 de 50 euros pour les membres actifs résidents et les membres actifs de l'association. Et pour les personnes de passage, c'est globalement une dizaine d'euros. Voilà. Mais est-ce qu'on peut quand même devenir propriétaire d'un appartement, d'une maison ou d'un studio, par exemple? Alors oui, on peut, après la période d'immersion de 6 mois, on peut s'inscrire dans une démarche pour devenir propriétaire de parts de la SCI et d'un lot qui peut être un studio, un bout de terrain, un appartement, une maison, un terrain à construire. Voilà, donc dans le cadre de la nouvelle structure de SCI AJ, donc ça veut dire Société civile immobilière d'acquisition en jouissance, ça veut dire que lorsque on achète des parts de la SCI, elles sont reliées à un bâtiment ou à un endroit précis. Voilà, donc ça permet quelque part d'être propriétaire d'un lot au travers des parts de la SCI. Donc les deux sont liés, ce qui n'est pas le cas dans une SCI classique où on a juste une partie du tout, mais finalement il n'y a rien qui est à nous. Donc il sera possible d'avoir par exemple une maison avec un morceau de terrain qui constitue un lot et dont on est entre guillemets propriétaire au travers de la possession de parts de la SCI.
Si par exemple la SCI est constituée de 1000 parts, et si je suis propriétaire, disons, des parts 1 à 100, eh bien ces parts peuvent correspondre à telle maison ou à tel morceau de terrain qui est attenant à la maison. Et donc j'ai la pleine jouissance de cette maison, c'est chez moi, de cette maison, ce terrain. Et si un jour je veux m'en aller, je peux revendre ce pourquoi j'ai payé, c'est-à-dire ce lot et ses parts. Voilà. Et donc la personne qui rachète les parts aura donc le plein usage de ma maison et de mon morceau de terrain. Donc ça équivaut à une propriété classique de bien immobilier, mais ça permet de rester dans un cadre d'éco-village en SCI pour que le projet, pour qu'il y ait un projet global et que ça ne devienne pas simplement une copropriété. Donc je peux acheter des parts de la SCI qui correspondent, si je n'ai pas beaucoup d'argent, par exemple, à un petit studio, pourquoi pas un petit chalet ou une ourtre, et je peux transmettre cela à quelqu'un si je veux quitter l'éco-village, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait l'idée. Ça permet beaucoup plus facilement de gérer les arrivées, les départs, que dans une SCI classique où effectivement on est propriétaire d'une partie, d'un pourcentage du tout, mais sans avoir un droit spécifique sur un logement ou une maison particulière. Bon. Donc est-ce que si je m'en vais et que la personne veut racheter mon lot, elle devra quand même faire un parcours d'intégration ou ça fait partie du lot, si je puis dire? Alors non, ça ne fait pas partie du lot. La personne, bien sûr, qu'il faut qu'elle soit motivée à vivre en éco-village et donc qu'elle accepte de faire le parcours d'intégration. C'est dans l'intérêt du projet et pour que ça reste un éco-village à terme et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent s'installer pour monter une usine de pneus ou je ne sais pas quoi. Donc l'important, c'est de trouver une personne qui soit dans cet esprit, mais ça ne semble pas un obstacle puisque au contraire, il y a de plus en plus de gens qui recherchent à intégrer des écolieux et sont dans une démarche écologique. On a un petit peu de retard en France, quoiqu'on a plus de 1000 lieux maintenant qui sont répertoriés par les oasis et l'habitat participatif. Mais en Allemagne, on en est à plus de 12 000 lieux. Et il y a beaucoup d'étrangers qui cherchent en France aussi d'ailleurs. Si j'ai bien compris, il y a aussi en cours la création d'une fondation qui serait intégrée à l'éco-village. Alors comment est-ce que ça marche et pourquoi cette fondation? Alors oui, c'est une fondation, mais sous forme de fonds de dotation. Donc c'est lié à la nouvelle loi de finances, parce qu'une fondation, ça coûte plusieurs millions d'euros. Et donc, dans une structure de fonds de dotation, ça coûte bien moins cher. Et donc, le fonds de dotation, c'est une fondation simplifiée, on va dire. Donc, pour faire bref, ce fonds de dotation aura pour but d'assurer la pérennité, la longévité du projet et de veiller au respect de ses valeurs, que ça reste un écolieu, un éco-village. Donc, il sera propriétaire, ce fonds de dotation. Il aura lui aussi des lots. Voilà, il sera intégré dans la SCI. En tout cas, c'est ça qui est en cours de mise en place. Et donc, il sera propriétaire des forêts, des terrains collectifs qu'il continuera à mettre à disposition de l'association et probablement d'une partie des bâtiments à usage collectif. Donc, ça permettra d'assurer vraiment une pérennité du projet. Donc l'idée au départ, c'est de faire qu'au-delà de la structure actuelle et au-delà de la durée de vie des propriétaires actuels dont je suis le principal représentant aujourd'hui, donc ça permettra que le projet continue à vivre après ma disparition, par exemple. Est-ce que les personnes qui vont entrer dans l'éco-village, dans la SCI, vont financer ce fonds de dotation? Alors pour le moment, il n'y a pas d'obligation qui est prévue dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est le cofondateur que je suis qui fera don de ces lots à la fondation. Mais bien sûr, c'est ouvert et c'est souhaitable que les personnes qui ont la possibilité participent à cette fondation et à la voir éclore et se développer. Et ensuite, c'est également souhaitable que
les personnes qui fassent partie de cette fondation continuent à œuvrer ensemble pour que l'éco-village se développe. Alors pour ceux qui ont la possibilité de devenir propriétaires, bon, il sera demandé une participation aussi euh, dans leur investissement à l'infrastructure de l'éco-village. Donc pour toutes les infrastructures qui ont été mises en place et dont ils vont largement profiter et de façon à permettre aussi de développer les infrastructures parce que régulièrement il y a des chemins qui sont à entretenir. Alors je ne parle pas de petit entretien là, parfois on a eu un problème par exemple d'un chemin qui a complètement raviné où on était obligé de mettre du béton. On a eu un moment donné avec les événements climatiques aussi une partie d'un chemin qui s'est un peu effondré, donc il a fallu faire des travaux de soutèlement. Donc tout ça, ça nécessite des fonds et c'est important que la structure de l'éco-village ait une caisse pour entretenir et pour développer les infrastructures. On a par exemple un projet qui a été financé déjà à hauteur de 30 000 euros environ d'autonomie en eau, voilà, mais qui est à finaliser. Il faudra encore un peu de sous pour ça. Donc c'est important que chacun puisse, à hauteur de ses moyens, participer à ce type de projet. Mais est-ce qu'il y a une dimension spéculative dans cet éco-village du coup? Est-ce que je peux venir par exemple, et comme tout ça, ça a le vent en poupe, il y a de plus en plus de gens qui quittent les villes, qui essayent d'investir à la campagne, de se prévoir une baisse de repli. Donc sans parler de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui a investi près de 800 millions de dollars, je crois, pour une propriété dans un bunker souterrain. Donc est-ce que je peux acheter une maison en me disant que ça va prendre de la valeur? Alors non, c'est pas du tout l'esprit du projet. On n'est pas là pour faire de la spéculation immobilière. Euh, non, il n'y a aucune intention dans ce sens-là. On essaye de tout faire pour que ça ne soit pas le cas, puisque un des piliers aussi de la biodiversité humaine qui fait partie de notre raison d'être, dont on a déjà parlé, c'est la mixité sociale. Et donc l'idée, c'est que des personnes qui ont des revenus différents puissent vivre ensemble sur place. Et il ne s'agit pas de faire la spéculation sur, par exemple, quelqu'un qui achèterait une maison, essaierait ensuite, parce que les écovillages, ça prend de l'essor, de la revendre 2 fois le prix qu'il l'a acheté. Donc là, on est en train de réfléchir aussi à des clauses pour que, bien sûr, si quelqu'un revend ses parts, il n'en retire pas moins que ce qu'il a investi, plus peut-être l'érosion de l'argent, mais que ça ne devienne pas un business que d'acheter des biens dans un éco-village comme on achèterait des actions à la bourse pour ensuite le revendre. Ça n'aurait pas de sens et ce serait vraiment à l'encontre de l'esprit du projet. Mais est-ce que, en dehors des conditions matérielles qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a des convictions plus humaines? Parce qu'on entend dire partout que le facteur humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer dans un éco-village. Certains, de façon triviale, parlent de PAH, parce que ça fâche, qui veut dire putain de facteur humain. Alors oui, c'est une expression qu'on attribue souvent à Pierre Rabhi. En fait, elle n'était pas de lui directement. C'est une expression qui est d'origine québécoise et qui est attribuée à Hubert Reeves, cet astrophysicien. Voilà. Alors, on l'a compris, venir s'installer dans un lieu comme l'éco-village des Trois Sources, qui n'est pas juste un lieu un peu écologique en bordure d'une ville, où on va se mettre ensemble dans des bâtiments écologiques et puis se rencontrer de temps en temps pour refaire le monde, ou bien choisir justement si on va mettre des rosiers ou des tulipes devant la porte. Donc ça demande ce type de projet en pleine nature, ça demande quand même un vrai investissement personnel, c'est-à-dire une motivation, une volonté d'explorer, d'incarner de nouvelles relations entre des personnes, et aussi de nouveaux modes de vie. Donc cela nécessite de pouvoir se détacher de nos propres préoccupations strictement personnelles pour pouvoir s'adonner ensemble à ce que j'ai envie d'appeler une tentative de réenchantement du monde. Peut-être que quelqu'un a déjà dit que les grands changements sont des utopies qui ont réussi. Donc ça implique quelque part de croire à un nouveau rêve pour notre monde.
Voilà, donc à part ça, on va redescendre un peu du plafond et aussi se mettre les pieds sur terre parce que c'est important aussi dans ce type de projet d'avoir les pieds ancrés dans la terre, surtout avec tout le tumulte actuel, de réaliser, d'expérimenter, malgré toutes les belles valeurs communes, hein, que chaque être humain est sur sa planète et que ça demande un effort d'ajustement constant. Donc, comme ça avait été dit ailleurs, les personnes qui sont trop encombrées par elles-mêmes, encombrées par des peurs, par des blessures qui n'ont pas été vues et pas été travaillées, par des visions du monde auxquelles elles s'agrippent et dans lesquelles il n'y a pas de place pour les autres, ou bien les personnes trop convaincues d'avoir raison dans leur vision contre les autres. Non pas la vision avec les autres, mais la vision contre. C'est comme ça que notre monde fonctionne globalement, hein. Eh bien, avec ces personnes-là, ça va être difficile de créer un lieu dans lequel on puisse vivre dans la différence et dans une harmonie commune, même si cette harmonie n'est pas constante, puisque nous restons des êtres humains et qu'on l'a bien compris maintenant, eh bien, il y a des moments avec et il y a des moments sans. Donc, il s'agit, à côté de la capacité de rêver à un monde nouveau, d'être aussi capable d'incarner la réalité et d'avoir bien les pieds sur terre et d'être conscient que vivre dans un écolieu, ça demande aussi beaucoup de travail. Pas seulement le travail matériel, couper du bois, ce qui est bien autre chose que d'appuyer sur le bouton qui déclenche un radiateur électrique, mais aussi, qui entre parenthèses, pardon, est un radiateur nucléaire, puisqu'en France on sait bien d'où vient l'énergie, mais aussi il y a un travail de remise en question, d'acceptation bienveillante que l'autre est finalement le tout autre et qu'il peut y avoir des opinions différentes des miennes et que c'est pas un problème dans la mesure où j'essaye pas d'imposer mes opinions aux autres et où j'accepte qu'ils puissent avoir des opinions différentes des miennes et qu'on essaye ensemble de voilà de trouver une passerelle entre tout ça. Pour certains, c'est trop fatigant, c'est trop remuant, ça remet trop en question. On n'a pas envie de s'occuper de toutes ces histoires. Mais finalement, quand on regarde comment ça se passe en dehors de ce type de structure, on en est aujourd'hui, j'entendais les gens qui se marient à trois mariages qui éclatent sur 5. Une instabilité totale dans les familles, dans les relations humaines, des conflits à tous les niveaux entre voisins, entre gens d'une même famille, avec les tribunaux qui sont débordés. Donc, est-ce que c'est vraiment pire dans un écolieu? Moi, j'en doute. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, dans ton expérience, ce qui est essentiel pour régler tout ça, justement? C'est une question simple, mais qui n'est pas facile, parce que c'est multifactoriel. La réalité, j'aime bien le dire, elle est pas unilatérale, elle n'est pas binaire, elle est fractale, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de compréhension, et à chaque niveau, il y a différents angles de vue. Donc, on en a parlé ailleurs déjà. Par contre, j'ai envie de rappeler une chose, c'est le cadre, parce que c'est souvent là que ça bute. Le cadre, qui chez nous est appelé un cadre protecteur, qui figure essentiellement dans la charte et de façon plus concrète, plus quotidienne dans le guide fédérateur. Et c'est nécessaire, avant de s'engager, d'avoir bien compris les éléments qui font partie du cadre, qui sont largement expliqués dans le processus Métamorphia et dans ce fameux guide fédérateur, et puis aussi dans le carnet de bord qui est à l'usage des personnes qui veulent s'installer. Donc un petit guide qui est en cours d'évolution d'ailleurs, et qui sera probablement bientôt intégré au processus Métamorphia. Donc être ensemble d'accord sur un cadre, ça ne veut pas dire que tous les éléments du cadre nous enchantent, mais qu'on se dit on a besoin d'un cadre de référence pour pouvoir vivre ensemble dans la paix. Dans cet aspect humain des choses, qu'est-ce qui est vraiment essentiel
Qu'est-ce qui est au cœur du fonctionnement? C'est encore une question qui n'est pas facile, parce que ça fait appel à des notions très profondes, très intimes de l'être humain. À mon sens, je dirais que c'est le lien, la capacité d'entrer en lien. Entrer en lien, c'est pas juste avec sa tête comprendre les choses, mais c'est avoir cette capacité d'aller au-delà de ça, d'entrer en lien bien sûr avec notre monde, d'entrer en lien avec les autres, mais surtout d'entrer en lien avec l'autre, qui est finalement, comme je le disais, le tout autre, qui est très différent, beaucoup plus différent de moi que je peux me l'imaginer. De pouvoir l'accueillir, d'avoir cette capacité d'être dans un lien de cœur, de m'intéresser à l'autre, d'essayer de comprendre qui il est, d'aller, certains disent sur sa colline, mais personnellement je trouve que c'est insuffisant, d'aller sur sa planète avec son cœur. Et au travers de cette connaissance, dans cette connaissance, on peut entendre le mot connaissance, CO et puis trait d'union naissance. Donc cette naissance a un lien ensemble, eh bien ça va permettre de naître ensemble à quelque chose de nouveau, qui est une forme de, alors pardon, ça va paraître perché pour certains, mais c'est une forme de communion. Voilà, parce que finalement, l'humanité, on est tous en communion, on est tous dépendants de la même planète, des mêmes choses, on respire le même air, tous. Il n'y a pas de frontière hein, pour l'air. Hein. Quand les Chinois polluent, bien on en récupère un peu. Donc, et puis quand on plante des arbres, ben, les Chinois en récupèrent un peu. Voilà. Donc j'espère que ça ne fait pas trop mystique, mais une forme de communion avec notre monde, avec les autres, oui, ça passe par là, bien sûr. Et puis aussi, et ça commence peut-être par là, par un lien avec soi. Prendre le temps d'être en lien avec soi-même, de savoir ce qu'on veut vraiment, de connaître nos besoins, de prendre contact avec l'essence de notre être. Et Dieu sait si notre société enfin le fonctionnement plutôt de notre société actuelle de surconsommation est un obstacle à ça. Parce qu'on est sans arrêt complètement débordé, complètement ailleurs. Alors dans les éco-villages, on ne travaille pas forcément moins, mais on travaille différemment, il y a des choses qui font plus de sens, me semble-t-il. Je rappelle que ce qui était inscrit dans l'Antiquité sur le fronton du temple de Delphes, grand lieu de la philosophie grecque, c'est ce connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Se connaître soi-même, c'est vraiment une base importante. Et si tu avais quelque chose de personnel à dire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par un projet comme l'éco-village des Trois Sources, qu'est-ce que tu dirais pour terminer? C'est une question qui est à tiroir multiple, ou un petit peu comme les poupées gigognes, là, où il y a toujours une poupée plus petite dans la grande. Alors, moi, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est cessons d'avoir peur. Cessons de vivre dans la peur. Parce que notre monde, c'est un monde qui est fait essentiellement de peur aujourd'hui. Donc, c'est un chemin que de rentrer dans la confiance, d'apprendre à nous connaître avec le cœur, les uns les autres, comme on vient de le dire avant. Mettre de la clarté. Cesser d'avoir peur de poser des questions, d'aller là où ça pourrait être difficile. C'est important quand on commence de vraiment creuser les choses, de creuser en soi d'abord, de voir vraiment nos motivations, nos intentions profondes, qui parfois sont très belles et qu'on n'a pas conscientisées, et de sortir de nos peurs et d'agir en fonction de nos peurs, et puis d'aller vers l'autre, vers ceux qui sont déjà là, ceux qui connaissent le projet, d'aller vers le ou les fondateurs, euh, d'aller vers le cœur de sagesse aussi, et vraiment de s'imprégner du projet, d'apprendre, d'oser apprendre les uns des autres, de rentrer dans cette confiance du cœur. Il y a un élément qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de confiance sans connaissance. Et quand je dis connaissance, alors bien sûr il y a la connaissance, connaître les choses de façon intellectuelle,
ça peut faire partie, mais il y a ce fait de naître ensemble à quelque chose, à une, une valeur commune supérieure. Ça s'appelle la raison d'être dans un éco-village. Et encore, je me répète, ça commence par soi-même aussi, hein, se faire confiance à soi, parce que si on ne se fait pas confiance à soi-même, ça va être très compliqué de faire confiance aux autres et aux personnes qui sont dans le projet. Et forcément, on l'a vu avec le choc de l'exil, cette notion qui a été développée précédemment, tout ce changement, tout ce qui peut prendre la forme d'un tsunami intérieur, eh bien, ça peut nous mettre dans la méfiance, dans la peur, dans le syndrome